Bienvenue à vous, mesdames et messieurs, amis fidèles donc, de Presse Eco. Bienvenue, très heureux donc, de vous retrouver à Presse Eco, votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires, de débat autour des sujets qui ont marqué l'actualité au plan national et international avec mes chroniqueurs qui sont autour de ce plateau-là. Aujourd'hui, nous allons évoquer 3 sujets au plan national. D'abord, la polémique autour de cette forêt classée donc, de Koua, c'est toujours à Bobo. La polémique qui continue d'enfler avec des faits nouveaux. Nous allons donc évoquer ce sujet-là. Et puis, second sujet, il s'agit de la suspension, j'allais dire brutale, de cette concertation entre le gouvernement et les syndicats qui n'a pas donc eu lieu. Nous allons évoquer le sujet. Et puis, dernier sujet au plan national, donc au plan national, ce sera le front social avec les grèves et les mouvements un peu perlés. Nous allons donc évoquer cela. Et puis, au plan africain international, c'est l'Afrique du Sud avec l'élection de Cyril Ramaphosa, donc, qui devient le président d'Afrique du Sud. Nous allons donc évoquer ce sujet-là avec mes invités qui sont des visages que vous connaissez. Je commence par Salifou Ouedraogo. Salifou Ouedraogo est journaliste, fondateur de Racine, qui est un journal bimensuel burkinabé. Merci Salifou d'être sur ce plateau. Merci. Et puis à ma droite, Maître Kielem Apollinaire de Tambela, il est avocat inscrit au barreau, il est président du Centre de recherche internationale de stratégie, CRI. Merci Maître d'être sur ce plateau. Et puis juste à côté, Dr Évariste Faustin Concebo, il est chroniqueur média, président du SEC d'éveil. SEC d'éveil qui est une association de défense des droits de l'homme. Il est également premier porte-parole de FORA, que le Forum alternatif des citoyens. Merci Évariste d'être sur ce plateau. Et puis enfin, dernier invité, Lengani Isaka, journaliste, directeur de publication de l'Opinion, qui paraît en ligne. Merci à vous tous d'être sur ce plateau. On va donc, dans le vif du sujet, on va parler d'abord d'une actualité également qui a été lue, qui est passée dans plusieurs médias, l'Observateur, le dossier, le soir, etc. Il s'agit de la santé du général Gibril Bassolé, qui est rentré donc de Tunisie. Mais il y a confusion autour de ce retour-là. Du côté donc, de Gibril Bassolé, il est question de dire qu'une promesse avait été faite pour aller en Turquie continuer. Alors, du côté de la présidence, on n'a pas entendu mot, sauf que l'ambassade de Turquie semble avoir dit que la question n'est pas exacte. Alors, où on en est avec cette affaire, Lengani Isaka? Moi, je crois qu'il y a des gens qui sont interpellés dans cette affaire. C'est personnel de s'exprimer. Mais d'abord, je voudrais dire toute ma compassion au général Gibril Bassolé et prier avec lui en ce mois béni, que Dieu lui accorde la santé, et qu'il retrouve la paix et qu'il retrouve la santé. Sur le sujet lui-même, je crois qu'on est dans une cacophonie qui est inexplicable. Dans un État responsable, un État de droit, je crois qu'il y a des gens qui sont interpellés. Ces personnes-là de dire ce qu'il en est. Et la preuve, les Turcs ont dit leur part de vérité. Il y a la présidente qui est citée dans l'affaire. Je pense à la présidente de dire oui ou non, ou en tout cas de citer les Burkinabés par rapport à la situation. D'autant plus que c'est un cas qui est quand même très sérieux puisqu'il s'agit de la santé d'un être humain. Une santé qu'on dit qui se dégrade au fur et à mesure que le temps avance. Donc, c'est ce que je peux dire. Je suis vraiment ahuri et dépassé que jusqu'à présent, on n'entend rien du tout du côté de la présidence du Faso. Salifou, c'est la même situation. On a vu très bien que les autorités, contrairement à une posture qui a longtemps été décriée, ont permis à Gibril Bassolé d'aller en Tunisie pour se soigner. Il a également accepté de revenir dès que la présidente du Faso a manifesté l'intérêt qu'il rentre pour aller en Tunisie. Alors, pour aller à Ankara, qu'est-ce qui peut donc être aujourd'hui un problème? Est-ce que c'est la présidence qui n'a pas dit vrai? Est-ce que c'est un piège qu'on a tendu et dans quel objectif? En tout cas, moi, pour ce qui me concerne, je souhaite au général un prompt rétablissement. Je n'ai pas eu accès à son dossier médical, mais au regard même de la personnalité du général. C'est un homme qui a beaucoup de connexions au plan international. Et bon, si réellement sa santé vraiment pose un problème, je crois que les autorités verront qu'est-ce qu'il faut faire. Mais de prime abord, moi, je ne peux pas exactement savoir quel est l'état de santé actuel du général. Mais il a été évacué parce qu'il était malade, justement. Bon, s'il est rentré de son évacuation... Ce sont les mêmes autorités qui l'ont évacué en Tunisie. Oui, mais s'il est de retour, bon, j'estime que c'est parce que sa santé n'est pas aussi menacée. D'accord. Alors, Maître, on a entendu dire que c'est le président turc Erdogan qui serait intervenu auprès de son homologue burkinabé pour obtenir que Gibril Bassolé soit transféré à Ankara pour y subir des soins. Alors, finalement, on ne sait pas, l'ambassadeur de Turquie dit que ce n'est pas vrai. Alors, la présidence ne dit rien. Alors,
ou juste qu'est-ce qu'on peut penser de cela? Est-ce que c'est un traquenard qui a été étendu à Guiro Bassolé? Vraiment, dans quel objectif cela a pu bien se faire? Bon, j'ai saisi d'abord l'occasion pour souhaiter un bon rétablissement au général Djibril Bassolé, que j'ai eu à rencontrer plusieurs fois à la MACA, qui est très sympathique, etc. Et en matière de maladie, en matière de santé, je pense qu'il faut être assez sérieux, parce qu'on ne vit pas deux fois. Donc, quand quelqu'un est malade, tout ce qu'on peut faire pour l'aider, l'encourager, je pense que c'est à faire. Cela dit, par rapport à ce problème, je n'ai pas d'éléments pour me prononcer. Et je crois que les autorités en place aussi savent ce que c'est qu'être malade. Et c'est peut-être pour ça qu'ils avaient permis son évacuation en Tunisie. Donc je me dis que personne ne peut rester insensible face à une telle situation. Maintenant, s'il y a des blocages, c'est qu'il y a des problèmes quelque part. N'ayant pas d'éléments, je ne peux pas me prononcer. Mais cela dit, il faut savoir que la présidence n'est pas obligée de se prononcer sur tout ce qu'on dit. Hein. Mais là, l'ambassade de Turquie a dit, parce que la partie, donc, Djibril Bassolé, estime que c'est la présidence qui lui a dit que le président Erdogan s'y prêtait à... C'est vous qui venez de m'apprendre ça. Ça a été dit dans les médias, l'observateur l'a dit au moins 2 fois. Oui, mais comme je veux dire, la présidence n'est pas obligée d'intervenir sur des points comme ça, parce que ce sont des points particuliers, et ils ont des services qui traitent ces problèmes-là. Ils peuvent ne pas se sentir obligés d'intervenir. C'est un peu la hauteur. Vous savez, on dit que le prêteur ne s'intéresse pas aux petites affaires. Donc, au niveau de la présidence, ils doivent savoir, pour rendre chaque intervention, comment je vais dire là, sublime et qui est du poids, ils doivent limiter leurs interventions pour ne pas tomber dans la familiarité. Donc, c'est pour dire que quand on est au niveau de la présidence de la République, il faut savoir quand intervenir et quand ne pas intervenir. D'ailleurs, même Blaise Compaoré, s'il a gardé, n'est-ce pas, une hauteur de vue sur certaines choses, c'est parce qu'il n'intervenait pas sur n'importe quoi. Et ça, tout le monde le reconnaît. Même quand on est accusé, on même ne le reconnaît pas. Issaka Lengani, ici présent, peut le reconnaître. Et on reconnaît à Blaise Compaoré d'avoir eu une certaine stature, une certaine hauteur par rapport aux faits, et de n'être pas intervenu dans de petites affaires. Alors, sauf que là, Évariste, pour terminer sur le sujet, par rapport à ce que Mohamed dit, il est clair qu'il y a eu une sorte de mise en cause de choses, la présidence du Faso. Est-ce que quand, par exemple, la diplomatie turque trouve le moyen d'intervenir, c'est que ça la fait prendre une autre dimension? Non, c'est clair. C'est vrai que c'est un dossier où on n'a pas beaucoup d'éléments parce qu'on n'a pas accès, mais la source fiable, c'est les médias. Est-ce que c'est dans plusieurs médias, c'est quand même les versions qui sont très très cohérentes. Et en plus, on a eu la sortie de la diplomatie turque à travers donc l'ambassade, qui interpelle, au minimum, ça devrait interpeller le ministre des Affaires étrangères, pas forcément la présidence, parce que bon, il y a des niveaux quand même. Là, quand même, forcément, ils doivent réagir. Et d'autant plus que c'est un sujet quand même très grave. Il s'agit de vie ou de mort. Parce que bon, apparemment, même si sans avoir accès au dossier médical, quand on suit quand même les relations dans la presse, c'est clair que M. Bassolé se trouve dans une situation de santé très difficile. Mais à la fois, à sa décharge, une fois que l'affaire est portée sur la place publique, les autorités burkinabées seront tenues responsables en cas de dégradation ou pour toutes les conséquences qui viendraient à celui. Oui, une seconde. Vous dites que bon, quand Djibril partait, c'est les autorités qui l'ont envoyé. Au retour, quand même, je pense que la moindre des choses, c'est de dire au Burkinabé, le monsieur est revenu, bon, parce que. Je pense que c'est un devoir de débattre quand même. Merci, Issaka Lengani. On enchaîne avec le sujet qui fait polémique, vous l'avez suivi dans les médias, la question du déclassement de la forêt classée donc de Koua à Bobo-Dioulasso. Alors, il y a eu quand même un ensemble de faits. On a vu une visite de terrain du ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari. On a vu des bornes qui ont été déracinées par des agents des eaux et forêts dans un mouvement de colère. On a vu aussi la sortie du MPP qui a publié un communiqué demandant donc des sanctions pour ces éléments des eaux et forêts. On a vu une mission gouvernementale du ministre de l'administration territoriale, des environnements, l'économie numérique, l'environnement, le ministre de l'Environnement, le ministre de la Santé à Bobo-Dioulasso, et puis enfin une conférence de presse aussi des Chinois pour dire qu'ils se tenaient à la disposition du gouvernement. Ils feraient, en tout cas, ils construiraient l'hôpital là où on aurait choisi comme site. Alors, il y a des questions aujourd'hui, mais qui reviennent, et jusque-là, on n'a pas la réponse. Pourquoi le site de Koua tient tant au gouvernement, quand bien même il y a des histoires autour?
Ok, vraiment, me concernant la polémique autour de la forêt classée de quoi, à mon avis, est ridicule. Je ne pouvais pas comprendre. Parce que cette forêt a été délimitée. Ce n'est pas toute la forêt qui est concernée. C'est une portion de 16 hectares destinée à implanter un hôpital. Et ce comportement des Burkinabés, je crois qu'il faut qu'on cesse cette pratique, cette agitation fébrile et laisser le gouvernement. Aujourd'hui, je constate que tout le monde est gouvernant. Le gouvernement a décidé de mener à bien son programme. Il faut l'encourager. Mais comme nous venons d'une insurrection, cet état d'esprit est toujours présent dans la tête des Burkinabés. Comment un gouvernement peut décider de mener son action de développement et se trouve que des individus, et pas des individus, s'opposent à cette politique. Et ce qui est grave encore, comment des agents des eaux et forêts vont aller déterrer des bornes. Et alors que ces agents ils ont un ministère de tutelle. Je trouve que c'est vraiment malheureux. Pour revenir un peu sur l'attitude des citoyens qui disent non, est-ce que le gouvernement lui-même n'est pas en porte-à-faux avec sa politique environnementale? C'est quand même une forêt classée depuis 83 ans. Le gouvernement qui veut donc déclasser cette forêt, mais qui ne donne pas d'arguments, alors qu'à côté, il y a eu plus de 3, 4 sites qui ont été proposés. Pourquoi forcément vouloir faire ce que ailleurs, le gouvernement même interdit, parce que les autres forêts classées ailleurs, on chasse des gens. Non, à mon avis, céder à cette pression ne va pas forcément arranger le gouvernement. Ça va encore agrandir cette pagaille. Si, à chaque fois que le gouvernement propose un projet, et il y aura des gens, et puis n'oubliez pas que nous sommes en pré-campagne. Nous sommes en pré-campagne politique. Et il faut faire très attention avec toutes ces agitations. À mon avis, le gouvernement doit forcément implanter cette forêt-là. Ce n'est pas toute la forêt l'hôpital, plutôt. Voilà, et implanter l'hôpital dans cette forêt. Ce n'est pas toute la forêt qui est concernée. Ce n'est que 16 hectares. Et dans la même région, à Bobo-Dioulasso, on a vu des centaines d'hectares octroyés à des entrepreneurs immobiliers. Personne n'a bronché. Mais ce n'est pas des forêts classées? Non, mais ici, il n'est pas question d'une forêt classée, Lukman. Mais quoi, c'est une forêt classée? Non, ce n'est pas une forêt classée. 350 hectares. C'est une clairière. C'est une clairière. Prenez, il faut te renseigner. Évariste. Premièrement, dans cette affaire, je ne vois pas forcément le syndrome post-insurrectionnel. Contrairement, c'est vrai qu'il y a des matières, il y a d'autres éléments, mais concernant cette affaire, c'est une question de veille citoyenne, des citoyens qui prennent des mouvements pour défendre leurs autorités. Je veux bien, le développement ne doit pas se faire en excluant les populations. C'est développement avec et pour les populations. Maintenant, c'est vrai que c'est le gouvernement lui-même qui a prêté le flanc. Quand vous entendez une communication très contradictoire, M. Alpha Bari qui était à Bobo dit que la forêt n'existe pas. Le Premier ministre, dans son discours, dit que les Chinois disent qu'ils vont enlever les arbres, déterrer les arbres pour aller les enterrer ailleurs. Mais les arbres, on va les prendre aussi, la forêt n'existe pas. Ça fait déjà un flou. Les gens sont perdus. Le langage n'est pas vrai. Quand c'est comme ça, et les citoyens sont... Ça, c'est une action citoyenne qu'il faut soutenir et qu'il faut encourager. Donc, c'est vrai que l'élément, les 16 hectares font partie des 315 hectares. C'est une forêt classée. Justement, c'est 315 hectares. C'est ce qui n'est pas bien saisi, bien compris par les Mais c'est parce public. que le langage n'est pas transparent. Veut absolument implanter l'hôpital là. Et pourquoi les citoyens aussi disent non, il ne faut pas implanter? Je pense que ce n'est pas le gouvernement, ça doit être les Chinois. Et comme je l'ai dit, ça doit être une conditionnalité des Chinois. Et moi, j'ai pris l'exemple dans un pays que j'ai connu ailleurs. Quand les Chinois, s'ils insistent sur ce site-là, c'est qu'il y a quand même... Mais les Chinois ont dit dans une conférence de presse qu'ils étaient disposés à changer. Ça, c'est la version diplomatique. Mais si, les Chinois peuvent dire qu'ils n'en veulent pas et que si le gouvernement maintient. C'est ça? Maître Kelem, sur cette question qui mêle à la fois lutte écologique, lutte environnementale, mais lutte politique aussi, parce que pour le gouvernement, il faut implanter. C'est une promesse de campagne, il faut construire cet hôpital pour la santé des populations. Oui, bon, je pense que plusieurs sites ont été examinés et c'est ce site qui a été choisi. Bon, la forêt, il faut la préserver quand c'est nécessaire, autant que possible, d'autant plus que nous sommes dans un pays sahélien. Mais s'il faut choisir entre la forêt et l'hôpital, j'ai choisi l'hôpital. La forêt, on peut la créer ailleurs. On a vu à Oïga, n'est-ce pas? Mais l'hôpital non plus, on ne peut pas construire d'hôpital ailleurs. Mais attendez, je vais vous dire une chose. Plus on retarde la construction de l'hôpital, plus vous avez des gens qui manquent de soins et qui vont mourir. Et c'est ce que les Chinois ont dit.
que si on change d'endroit, ça va retarder l'avènement de l'hôpital. Or, ici au Burkina Faso, ce qui nous préoccupe le plus, c'est la santé. Il faut préserver la santé des populations. Et ces mêmes gens-là, dont on va préserver la santé, peuvent construire d'autres forêts ailleurs. Voilà, maître, justement, est-ce que cette fibre émotionnelle qu'on manipule, disons qu'il est un peu comme l'argument, comme Simon Compaoré l'a dit, lui ne connaît pas de forêts classées, mais il connaît les hôpitaux. Est-ce que ce n'est pas cette fibre j'allais dire, compassionnelle qu'on essaie de manipuler, au lieu de donner un argument valable? Non, pas nécessairement. Vous savez, peut-être qu'il y a des fétiches dans cette forêt-là. Peut-être que les gens ont enterré des fétiches là-bas et ils ne veulent pas qu'on y touche. Vous vous rappelez quand Thomas Sankara voulait reconstruire le grand marché de Ouagadougou, les gens s'y opposaient parce qu'ils avaient enterré leurs fétiches là-bas. Bon, mais avec l'envergure de Thomas Sankara, on a rasé les hangars et on a reconstruit le marché. C'est sur le même site. Mais sur le sujet des fétiches. Mais ceux qui avaient des fétiches là, ils ont perdu leur site. Et ce n'est pas les mêmes qui ont retrouvé les mêmes endroits. Sur la question des fétiches là, oui. on peut penser que ce n'est pas tout à fait exact parce que le maire de Bobo allait avec les 10 villages qui forment, en tout cas les chefs de terre, ils ont constaté que ça ne fait pas partie de leurs fétiches. Oui, mais je n'ai pas terminé mon argumentation. Le parc urbain Bangangwego ici, là, ça a été constitué dans les années 30 par les Français sous la colonisation. Et d'ailleurs, on l'appelait le bois de Boulogne. Ce qui veut dire qu'on peut reconstituer ça ailleurs. De même que chose là, Saorgo a constitué une forêt à Oyugia. Mangali Mataï. Non, c'est parce qu'il est seul. C'est parce qu'il est seul. Il suffit d'une question de volonté. Mangali Mataï au Kenya a constitué des forêts. Les forêts classées, on peut les reconstituer à tout moment. Alors que les hôpitaux, ce n'est pas évident. Maintenant, si les Bobolais ne veulent pas de l'hôpital, on peut déclasser l'hôpital et mettre ailleurs. D'autant plus que c'est national. On peut aller mettre ça à Kanchari ou à Diapara. Merci. Alors, Lengani, c'est la... Contrairement à M. de Tambela, moi je veux et l'hôpital et la forêt. Et puis, comme il a interpellé Thomas Sankara, je voudrais aussi l'interpeller comme lui pour dire que je suis convaincu, pour avoir fait la révolution avec Thomas Sankara, que Thomas Sankara n'allait jamais permettre qu'on touche la forêt classée. Pour avoir fait la révolution, je suis convaincu qu'il n'allait jamais accepter qu'on touche la forêt, même pour implanter 2 hôpitaux. Il n'allait pas accepter. La preuve, le président Thomas Sankara a proposé que même si les vols vers la Lune, les vols interplanétaires, qu'on mette une taxe pour permettre de reforester les pays africains qui souffrent parce que c'est les Européens, les pays développés, qui font des navettes, etc., qui amènent à dégrader la nature, etc. Donc, ce monsieur ne va pas permettre que l'on fasse la bêtise qu'on est en train de faire. Et ensuite, c'est typiquement burkinabé. Ça veut dire quoi? On détruit pour le plaisir de détruire. On veut implanter, on veut créer une infrastructure nouvelle, c'est-à-dire l'hôpital. On a une forêt, on préfère détruire l'hôpital et la forêt pour mettre l'hôpital. Je dis non, c'est une aberration. Pourquoi ne pas mettre l'hôpital ailleurs? D'autant plus qu'il y a eu 5 places qui ont été proposées, qui ont été refusées. Et pourquoi ne pas retenir ces 5 places-là et on tient à faire ça au niveau de la forêt? Et ensuite, quand les gens disent qu'il n'y a pas de forêt, mais je dis, mais c'est bon, soit, je préfère ne pas dire un mot parce que ça va être très grave. La forêt, ce n'est pas une affaire physique, c'est la loi qui dit que c'est une forêt classée. Si la forêt est dégradée, c'est la faute de qui? Des humains. Ce n'est pas la faute de la forêt, c'est des humains. Et pourquoi est-ce que cette forêt est devenue clairsemée? C'est à cause de la pression humaine, des lotissements environnants qui ont obligé les populations à aller cultiver là-bas. Et l'État n'a rien fait. Et aujourd'hui, parce que les populations sont dans l'illégalité, au lieu de les déguerpir, l'État lui aussi veut se comporter en voyou. C'est-à-dire aller en fait, lui aussi, faire de l'incivisme. Ça veut dire quoi? Une fois que l'État va faire ça, tout le monde sera permis, ou dans l'autorisation en quelque sorte, de faire n'importe quoi sur cette forêt. Pour terminer, je vais dire que il faut quand même qu'on se respecte dans ce pays-là. Sur le plan, j'ai vu le ministre des Affaires étrangères là. Moi, je me demande qu'est-ce qu'il va foutre là-bas. Tu n'es pas ministre de l'Environnement, tu n'es pas ministre de l'administration territoriale, tu n'es pas ministre Et les questions de la coopération, donc il est le ministre de la coopération. Je viens. Il y a le Premier ministre, tout ça qui est là, et vous allez là-bas, vous trouvez que vous n'avez pas vu de forêt. Mais c'est tout à fait normal que vous ne puissiez pas voir de forêt. On ne dirait pas pourquoi, mais on sait pourquoi. Vraiment, mais concernant c'est la... Il n'est pas question d'insurrection ici. Ce n'est pas une affaire d'insurrection. Bon. C'est une affaire de réalité par rapport à l'environnement, à l'écologie, qu'il faut poser ou pas. Donc c'est un acte à poser ou pas. Moi, je désapprouve la remise en cause de l'autorité de l'État dans cette histoire. Ce n'est pas déplacer la constitution de l'hôpital
ou pas qui me préoccupe. Maintenant, si, après cette agitation, si le gouvernement recule, il ne pourra plus gouverner dans ce pays. Toute action verra systématiquement des oppositions. Il faut que le gouvernement, parce que voilà un gouvernement qui est là, parce qu'à l'issue des élections, il a un programme de société à Mais est-ce que Salif, exécuter. Si on se comprend très bien, ceux qui contestent l'utilisation des sites n'ont jamais dit qu'ils ne veulent pas de l'hôpital. Ils disent plutôt qu'il faut proposer. On a vu même le ministre, le député Zerbo Moussa qui est parti. Il y a eu même un site qui a été proposé par quelqu'un. Pourquoi est-ce que forcément il faut ce site-là? Il faut ce site-là pour mettre un terme à cette situation qui est vraiment de l'incivisme. Il faut que le gouvernement maintienne l'hôpital là à sa place. Sinon, le Burkina ne peut pas se permettre tout. D'accord. Oui, Lengane? Mais ce que Salif dit, c'est bon. C'est quand même ahurissant. Pourquoi? Pour quelqu'un qui est insurgé, je me dis, tu m'excuses, hein, j'espère que c'est un compliment que je te fais. Bon. On se rappelle qu'en 2014, ce que le pouvoir voulait faire, c'était avait proposé de faire un référendum qui n'était pas de l'avis de certains, qui ont eu lieu dans les brancards, et ce qui est arrivé est arrivé. Pourquoi? Parce que ce qui devait être fait était tout à fait légal. Mais aujourd'hui, ce que le gouvernement veut faire, est-ce que c'est légal? Ça, c'est d'un. Parce qu'il y a les populations qui disent qu'elles sont contre. Il faut comprendre une chose. Les populations ne sont pas contre le gouvernement. Non. Les populations ne sont pas contre le gouvernement, ni contre le Roch-Marc Christian Kaboré. Elles sont contre le fait qu'on veut détruire leurs forêts. Il faut faire la part des choses. D'accord. Parce qu'en faisant de l'amalgame, on amène les pouvoirs publics à penser que c'est leur autorité qui est remise en cause. Oh non, pourquoi avoir cédé ces 5 autres places et puis maintenant maintenir qu'il faut forcément ici? D'accord, il faut même rappeler que les Taïwanais avaient choisi un site où normalement ils devaient faire l'hôpital, construire l'hôpital, mais c'est suite à la rupture diplomatique que les Chinois qui sont arrivés ont eux refusé d'aller sur le terrain choisi par Taïwan, leur rival. Alors, maître, on va évoluer pour parler de cette sortie du MPP. Une déclaration du MPP qui a demandé des sanctions contre les agents des eaux et forêts qui sont allés déraciner les bornes qui avaient été mises donc par les Chinois pour commencer à travailler. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il faut des sanctions. Mais est-ce que quand une forêt n'est pas déclassée légalement, est-ce qu'on peut aller y mettre des bornes? Ce n'est pas à eux d'aller... Bon, écoutez... Mais ils sont là pour garder la forêt, non? Écoutez, je vais vous dire une chose. Si les bornes ont été placées par l'autorité compétente, il y a une procédure pour contester le bornage. Voilà. Mais si les bornes ont été placées maintenant de façon anarchique, sans règle, là, les eaux et forêts, les agents des eaux et forêts sont dans leurs droits. Maintenant, si c'est l'autorité compétente qui les a placées, ils n'avaient aucun droit d'aller les enlever. Et s'ils l'ont fait, ça mérite sanction. Mais parce qu'ils ont des autorités de tutelle. Et vous ne savez pas pourquoi, qu'est-ce qui a conduit l'État à faire ça. D'abord, permettez-moi de vous rappeler que la terre entière du Burkina Faso appartient à l'État. Même s'il y a une loi de 2009 et puis une loi de 2012 qui a... Mais c'est moi qui ai la parole. Quand chacun aura la parole, il s'exprimera. Même s'il y a une loi de 2009 et puis une loi de 2012 qui relativise un peu les choses. Sinon, mais l'État conserve toujours le droit d'expropriation, quitte à verser une certaine indemnité. Même si vous avez, quel que soit votre titre, l'État a le droit d'expropriation et il a le droit de tout mettre en cause. Maintenant, si l'État a pris une décision et que vous n'êtes pas d'accord, il y a des voies de contestation. Et il y a même, nous avons saisi le tribunal administratif pour contester certaines décisions de l'État. La question étant purement, disons, idéologique, parce que la question écologique, la question environnementale, au plan international, on a vu la COP21, etc. Il y a on vraiment peut demander une compensation. Oui. Regardez, quand pour construire la route là, qui va de l'hôpital jusqu'à l'échangeur de l'Est, on a détruit des arbres. Et les gens, même le CNRST, on a détruit même des arbres du CNRST, centre de recherche. Et qu'est-ce que ceux qui sont chargés du chantier là ont dit? Ils ont dit non, que la route là doit passer par là. Ils sont amenés à détruire ça pour réaliser leur projet, mais qu'ils vont replanter des arbres après. Voilà.
Mais c'est moi qui ai la parole. Quand vous parlez, moi je n'interviens pas. Alors, Au moins que chacun respecte l'autre quand il parle. Mais on peut interagir sur le plateau. Hein. Donc, de façon ordonnée. Oui, mais de façon ordonnée. Sinon, on ne se comprend pas. Sinon, on ne se comprend pas. Allez-y, maître. Voilà. Maître aussi défend ses... Donc, comme j'ai eu à le dire, même les arbitres du CNRST, on a détruit ça pour élargir la voie, parce que c'était la condition sine qua non. Et maintenant, en compensation, ils ont dit que bon, ils vont le planter ailleurs. Maintenant qu'ils le plantent ou pas, ça maintenant, c'est eux et leurs engagements. Donc, si l'État prend sa décision, et que d'autres maintenant, par derrière, interviennent pour saper les mesures prises par l'État, ça mérite sanction. Mais sauf que ici, par exemple, les forestiers sont les gardiens de la forêt. S'ils n'ont pas été notifiés, par exemple, qu'on doit y mettre des bornes, alors des gens qui pénètrent dans la forêt, qui commencent à mettre des bornes dans la forêt, en plein débat, est-ce que normalement les forestiers n'avaient pas agi de la sorte? Bon, écoutez, de façon légitime, parce que c'est leur travail. C'est comme ce que j'ai dit. S'ils n'ont pas été notifiés, c'est-à-dire que l'État a procédé au bornage sans suivre les procédures nécessaires. Sinon, les agents des eaux et forêts en charge de cet espace-là auraient dû être informés. D'accord. Alors, non, je pense que souvent l'État indexe les citoyens d'être très inciviques, mais c'est l'État lui-même qui prête le flanc. Les eaux et forêts, c'est eux qui ont autorité dans la gestion de tout le patrimoine forestier du Burkina. Et ce ne sont pas des... Renseignez-vous, hein, c'est des universitaires, hein, c'est des gens qui ont quand même un niveau d'instruction quand même très élevé. Et ça m'étonnerait qu'ils posent des actes de cette nature. Si les bornages ont été faits de façon sauvage, ben, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre que de les déterrer? Maintenant, c'est vrai que procédure pour procédure, je pense que même si l'État avait suivi la procédure, ils auraient trouvé aussi les voies et moyens pour les suivre. Mais maintenant, moi, je ne suis pas d'accord qu'on relativise tout pour justifier tout. Ça, je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord avec Maître, parce que ce comportement des eaux et forêts, là, ce n'est pas alors, donc, saluer. Si les eaux et forêts, dans les autres forêts classées du pays, il se permet de regarder tout le monde venir entrer, mettre des bornes comme ça, est-ce que ça pourrait aller? Les eaux et forêts ont un ministère. Ils sont régis par un ministère. Ils ont une hiérarchie. Et puis, encore, c'est un personnel qui doit observer une discipline. Il ne peut pas se permettre d'aller déterrer des bornes placées par le gouvernement. Ce n'est pas normal. C'est un comportement voyou qu'il faut décrier. Lengali. Moi, je suis surpris. Hein, pourquoi? Parce que moi, je crois que les eaux forêts auraient dû attraper les Chinois, là, les enfermer. Parce que c'est ça leur travail. Leur travail, c'est de protéger la forêt. Et quand un individu, quelle que soit la couleur de sa peau, se pointe là-bas pour mener des activités illégales, la personne doit être arrêtée. Je pense que c'est ce que les eaux forêts devaient faire. Maintenant, elles n'ont pas fait ça. Ils sont en train de rétablir la vérité, le droit. Je pense que c'est ce qui est fait. Quand on parle de leur ministère de tutelle, moi j'ai vu un document qui circule sur le net, sur les réseaux sociaux, qui dit que le ministre n'était pas d'accord. Il n'est même pas au courant, il a dit que c'était des rumeurs. Que quand on dit qu'il y a un hôpital qui sera implanté à quoi, bon, c'est des rumeurs. Et vous voulez que, sur la base de ce document-là, les gens fassent quoi? D'accord. Mais qu'ils mettent aux arrêts ceux qui vont violenter la forêt. Alors, puis, bon, je voudrais préciser de manière claire, de mon point de vue, le fait que les gens refusent que l'hôpital soit implanté à Poix ne veut pas dire, d'une part, qu'ils ne veulent pas de l'hôpital, et donc les esprits malins, machiavéliques, qui disent que comme vous ne veut pas, il faut planter ailleurs, je pense que c'est des gens extrêmement malhonnêtes. Et il faut le dire de manière claire. De deux, les gens ne disent pas, parce qu'ils ne veulent pas que ce soit implanté à quoi, qu'ils sont forcément contre le gouvernement. Ce n'est pas de l'incivisme contre le gouvernement, mais ils donnent leur appréciation sur la situation. Et c'est avec des arguments que les gens parlent. Merci, Lengani. Alors, on va évoluer sur notre second sujet. Je rappelle aux téléspectateurs que nous sommes à une émission interactive, donc ils peuvent déjà appeler pour s'inscrire, et puis on les rappellera vers la fin de l'émission pour débattre, prendre leurs interventions. Alors, second sujet, c'est question sociale avec les syndicats, le gouvernement. 2017-2018, il n'y a pas eu ce fameux cadre de rencontre entre le gouvernement, de négociation entre le gouvernement et les syndicats. Alors cette année, le Premier ministre Dabiré a tenté donc de remettre le fil à tisser. Et puis malheureusement, la rencontre s'est achoppée sur la question des UTS. Et finalement, il y a eu donc, on a dit, interruption de rencontre. Mais on évoque aussi des propos du Premier ministre qui certainement ont fâché les syndicats. Le Premier ministre aurait dit que s'ils en faisaient un préalable et qu'ils n'étaient pas levé ce préalable-là,
alors il est mieux que chacun aille boire sa bière. C'est le respect de l'autorité de l'État, non? Je suppose qu'il a voulu exercer ou exprimer. Sauf que, moi, je suppose, hein, parce que ça, bon, c'est vrai que préalable pour préalable, je ne sais pas, ils ont leur raison, les syndicats aussi, parce que chaque fois, souvenez-vous le nombre de rencontres chaque fois qu'ils font et pour des résultats parfois très... mais au fond, la question de l'UTS... Non, la question de l'UTS, c'est simple. En fait, mais là aussi, la communication est un peu biaisée par le gouvernement. Parce que c'est quoi? Le gouvernement tente de faire croire que les enseignants ne veulent pas payer un impôt sur les salaires, ce qui est faux. Parce que l'UTS est un impôt unique qu'on a fondu, qui concerne tout ce qui est traitement et salaire. Maintenant, là, il s'agit d'un nouveau fait, un nouveau élément qui a été matérialisé par la loi de finances 2016 qui devait être appliquée en 2017, à partir de 2017. C'est là que les problèmes ont commencé, qui a consisté à élargir le champ d'application de l'UTS aux indemnités et aux primes. Mais quand on sait aussi, là bien sûr, parce que on sait que la plus grande partie de tous ceux qui travaillent, dans le privé comme dans le public, ont leurs indemnités ou des primes imposées. Sauf, je ne sais pas si c'est encore la question des fonds communs, parce que jusqu'à une date récente, c'est aussi les fonds communs, c'est aussi des primes de motivation. On s'est posé cette question. Quand on veut parler de justice, là maintenant, le gouvernement avance l'argument de la justice fiscale pour dire qu'il y a d'autres, on ne peut pas exonérer alors qu'on l'applique à d'autres. Mais là encore, est-ce qu'on l'applique à tout le monde? C'est ça la question en fait. Mais c'est vrai que c'est très, très... Alors donc les syndicats ne sont pas d'accord qu'on impose, qu'on élargisse l'UTS aux indemnités et aux primes, et le gouvernement dit qu'il le faut. Alors conséquence, en 2017, la rencontre est suspendue. Et 2017, elle n'a pas eu lieu donc. 2018, elle n'a pas eu lieu. Et c'est cette année qu'elle devait avoir lieu. Alors le Premier ministre aurait donc de lui-même détruit ce qu'il voulait construire. Non, moi je ne prends pas le problème comme ça. Parce qu'il faut reconnaître que le mouvement syndical, à travers l'Union d'action syndicale, a toujours eu un comportement de disposition au dialogue social depuis longtemps dans notre pays. Mais j'avoue que ce qui s'est passé le mardi 21 mai dernier à l'immeuble Boa, dans la salle de conférence de l'immeuble Boa, est impardonnable. Comment avant... Pardonnable pour qui? Pour le gouvernement ou pour les syndicats? Je crois que l'Union d'action syndicale a fauté. A fauté pourquoi? Parce que c'était au cours des échanges, des négociations, qu'on pouvait maintenant résoudre cette question de l'UTS. Parce que, de prime abord, dans son discours, le président du mois, Yamba, Georges Kwanda, ne peut pas dire que non, il faut d'abord respecter le préalable qui veut qu'on supprime l'UTS séance tenante. Est-ce que le gouvernement n'avait pas donné des gages d'accord que ce serait fait ainsi? Non, il n'avait pas, je ne crois pas. À ma connaissance, le gouvernement n'avait pas pris un engagement pour éliminer l'UTS à cette rencontre du gouvernement syndical. À mon avis, en tout cas, je n'ai pas vu ça nulle part. Bon, je déplore seulement l'attitude de l'Union d'action syndicale, parce que ce n'est pas comme ça. Au cours des débats, on pouvait trouver la solution. Mais cette disposition de l'UES au dialogue, ça fait... Mais bon, est-ce que le gouvernement aussi, le Premier ministre, n'aurait pas été plus inspiré en, par exemple, tenant compte de ce préalable, en discutant du préalable lui-même? Non, il ne pouvait pas discuter du préalable. Parce que c'est lui, à la limite, qui a fermé les portes. Non, mais c'est l'Union d'action syndicale qui a fermé les portes. Parce qu'on ne peut pas... Non. Et Loukman, laisse-moi achever. Parce qu'il ne peut pas vouloir qu'on supprime l'UTS. C'est abstenant quelque chose qui existe depuis 1974, que l'UTS est là. Mais l'extension aux primes et aux indemnités, c'est récent. Non, mais au cours d'une rencontre gouvernement-syndicat, on ne peut pas demander au gouvernement de supprimer sa séance avant qu'on échange. D'accord. C'est quand même une mauvaise foi de la part de l'Union d'action syndicale. Maître. Oui. Alors, un dialogue qui finit en queue de poisson? Ça dépend de comment le dialogue... Alors, le syndicat a posé un préalable, c'est que la question de l'UTS doit donc être élaguée avant toute chose. Vous savez, il y a des techniques de négociation. Et généralement, dans les rencontres de ce niveau-là, les partenaires doivent avoir étudié les techniques de négociation. Quand on va à des négociations, ça suppose qu'il y a eu des préalables, des rencontres préalables, pour s'entendre sur l'agenda des négociations. C'est les points à débattre. Ce n'est pas au moment où on commence les négociations que maintenant on dit, voilà, on va parler de ça et de ça et de ça. Non. Tout est déjà convenu bien avant. Maintenant,
si ce fameux préalable ne figurait pas au débat, il n'y a pas à le soulever lors des négociations. Mais comme moi, je ne connaissais pas l'agenda, je ne connaissais pas le programme des négociations. Mais c'est justement ce préalable qui a fait qu'en 2017 et 2018, il n'y a pas eu de rencontre. Oui, mais est-ce que lors de cette rencontre-là, ce préalable figurait au chapitre des débats? Est-ce qu'il figurait au chapitre? C'est ça le problème. Il ne faut pas maintenant laisser quelque chose et puis venir le soulever lors de la rencontre pour dire voilà. Non, il fallait dans les négociations préalables à la rencontre, il fallait dire voilà, nous tenons d'abord à ce que ce problème soit réglé avant d'aborder l'autre problème. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le cadre de concertation gouvernement-syndicat, ici, ce n'est pas une rencontre organisée sur le tas comme ça. C'est un cadre qui existe, mais qui n'a pas fonctionné pendant 2 ans. Et donc, le cadre, on convoque les deux parties, et c'est dans le cadre qu'on ressort les problèmes et qu'on analyse les problèmes. C'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas comment ces négociations ont été préparées. Mais le Premier ministre, ce n'est pas n'importe qui. C'est le deuxième personnage de l'exécutif. Donc, on ne part pas rencontrer le Premier ministre comme ça, comme on va au marché. Ça se prépare. C'est mon point de vue. D'accord. Et si ça s'est préparé, ça veut dire que les chapitres de débat ont dû être enregistrés. Et maintenant, si vous venez à la rencontre, vous sortez un chapitre qui n'était pas prévu. Non, c'est tout à fait normal. Je ne pense pas que ce soit tellement le cas. Oui, d'accord, si tu as une réaction. Dans le même sens que Maître. Oui. Parce qu'à cette rencontre-là, moi-même, j'étais présent, mais le gouvernement était représenté à haut niveau. Il y avait le Premier ministre, le ministre de la fonction publique et le président du Haut Conseil du dialogue social. Donc, le gouvernement a accordé une importance particulière à cette rencontre-là. La dernière rencontre date de janvier 2017. Et c'était l'occasion, et à cause des remous sociaux. Et le gouvernement n'a pas eu le temps d'organiser encore des rencontres du gouvernement syndical. Sinon, l'Union d'action syndicale a bien mené c'est négocié. À l'heure où je te parle, la subvention de l'État aux centrales syndicales, 150 millions par an. D'accord. 150 millions par an. Ok, d'accord. Mais Salif, est-ce que quand le cadre a été convoqué, qui est un cadre qu'on connaît, qui existait au préalable, quand le cadre a été convoqué, est-ce qu'il y a eu des échanges de protocoles avant le jour J? Non, il n'y a pas eu ça, malheureusement. S'il y avait eu ça, est-ce qu'on peut accuser le syndicat d'être venu proposer, sortir quelque chose de sa sacoche comme ça, au hasard? Le syndicat ne devrait pas exiger un préalable avant des échanges, avant des négociations. Donc il y a une mauvaise foi quelque part. D'accord. Lengani. Il y a une mauvaise foi. Et la mauvaise foi, c'est du gouvernement. Une mauvaise foi crasse. Parce que, pourquoi? Quand vous venez dans une situation, il y a eu 2 rencontres qui n'ont pas eu lieu. Je pense que la moindre des choses, en petite intelligence, c'est de créer les conditions pour que la rencontre ait lieu. Et comme Maître l'a dit, on ne se lève pas yada, aller comme ça au Premier ministère pour discuter. Ça veut dire que le Premier ministre fixe le cadre et fixe l'ordre du jour qu'il transmet aux uns aux autres et les gens réagissent en fonction de ça. Je pense que c'est en fonction de ça que le Premier ministre organise la rencontre. Si le Premier ministre ne prend pas le soin de s'assurer que ce point capital qui faisait problème depuis 2 ans n'est pas résolu et il convoque la réunion, ça veut dire que c'est sa responsabilité. Directe, incompétence claire de mon point de vue. Parce que vous ne pouvez pas convoquer tout en sachant que le point sur lequel on achoppe n'est pas encore réglé. Ça veut dire qu'il y a un problème qui est là. D'accord, ça c'est deux. Et puis, je crois qu'il faut respecter, le Premier ministre, mais il faut respecter aussi les syndicats. J'ai entendu ici dire que le Premier ministre n'est pas n'importe qui, mais les syndicalistes ne sont pas n'importe qui. Si ce n'était pas les syndicalistes, donc Marc Christian Cabral n'aurait pas de président aujourd'hui. Ça, c'est une évidence claire. Donc, ce pouvoir du MPP là doit beaucoup aux syndicats. Avant de les critiquer, il faut avoir l'honnêteté de regarder dans le rétroviseur pour reconnaître les responsabilités des uns et des autres dans la lutte qui a fait que notre pays est ce qu'il est aujourd'hui. Et je dis que, pourquoi ne pas poser un préalable dès lors qu'on ne s'est pas entendu sur l'ordre du jour, mais si vous venez avec un point sur lequel on ne s'est pas entendu, mais je vous dis, mais vous l'enlevez parce que ce n'était pas prévu. Et je pense que c'est ce que les syndicats ont fait. Et quand on dit que les syndicats veulent qu'on supprime l'UTS, je crois que ce n'est pas ça la revendication. Ça, c'est mentir sur les syndicats. Les syndicats n'ont jamais dit de supprimer l'UTS. Les syndicats n'ont jamais dit qu'il ne faut pas que le salaire soit imposé. Partout sur la terre, même en Chine, le salaire est imposé.
Donc je crois que ça, c'est... Mais qu'est-ce que les syndicats disent alors? Qu'est-ce que les syndicats disent? C'est l'élargissement, et comme l'a dit Évariste, c'est l'élargissement aux impôts et aux primes. C'est ça qui pose problème. D'accord. Je n'avais pas revenu sur la question de... C'est un faux problème. C'est un faux problème. Je dis pourquoi c'est un faux problème. Et cette rencontre au gouvernement syndicat a coïncidé avec la grève du Chincha. Donc c'est une façon de marquer leur solidarité. Non, ça, c'est quand même... à cette... Mais pourquoi ils seraient donc venus à C'est une création. C'est une création pour pouvoir... C'est très grave. Pour pouvoir mais ça lui tient aussi cette logique. quitter la rencontre Alors, pour encourager les grévistes du Chincha. Ça, c'est très sont grave. Mais est-ce que les syndicats auraient eu du mal à le dire si c'était tel le cas? Non, Si mais c'était cela leur volonté, est-ce qu'ils n'auraient pas dit, est-ce qu'ils seraient venus, se seraient trimballés à l'immeuble pour recevoir le gouvernement, etc.? Ah bon, en tout cas, peut-être que c'est oui, Évariste. En toute objectivité, il faut reconnaître que c'est le gouvernement qui a eu l'initiative, c'est le gouvernement qui avait l'initiative de la rencontre. Et donc, s'il y a eu des problèmes, cela dénote donc de l'impréparation. Le gouvernement aurait dû préparer donc la rencontre. On est tous unanimes là-dessus. Donc la faute incombe au gouvernement, pas au syndicat. La question de préparation est... Non, j'ai parlé de technique de négociation ici. D'accord. On ne négocie pas n'importe comment. Et avant d'aller à des négociations, il y a des travaux préparatoires. Et on inscrit les chapitres de négociation. Et c'est en fonction de ça maintenant qu'on se rencontre. Et on connaît déjà les points d'avance. D'accord. Maintenant, on ne peut pas arriver le jour des négociations et puis faire entrer un point qui n'existait pas. C'est ce que j'ai voulu dire. Maintenant, comme j'ai dit, je ne sais pas comment ces négociations-là ont été entreprises. Voilà. D'accord. Alors, on va terminer au plan national avec un dernier sujet, mais qui a toujours un lien avec les syndicats. Mais il s'agit plutôt des actions du mouvement. Alors, grève un peu partout. On a eu la grève du Chincha. Un mot sur la grève du Chincha et puis la grève des avocats, le mouvement d'humeur des greffiers, des GSP, des routiers qui ont bloqué les entrées de Ouagadougou. On commence par le Chincha, qui a été une grève quand même assez dure, qu'on a dit une grève jamais vue de l'histoire du Burkina, où tous les centres de santé ont été donc... Je suis pressé de réagir parce qu'on constate de la chélie. C'est revendication corporatiste. Vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et puis maintenant, nous constatons que selon les textes, on ne peut pas aller en grève comme ça. On a constaté avec ces grèves-là que des fonctionnaires stagiaires sont allés en grève. Des agents qui ne sont pas syndiqués vont en grève. Alors que non. Et les textes sont clairs là-dessus. Comment on reconnaît un agent syndiqué? Non, mais il faut que tu sois syndiqué, il faut que tu aies ta carte de syndicat, que tu sois militant d'un syndicat, affilié à un syndicat. Tu ne peux pas aller en grève sans être syndiqué. Et maintenant, on constate que tout le monde va en grève, même des élèves stagiaires. Je crois que c'est malheureux. Sur la question des élèves stagiaires, il y en a qui... C'est une question de déontologie. Ils ont estimé qu'ils ne peuvent pas, eux, faire des soins en l'absence de leur maître. Est-ce que ça aussi, il faut demander aux stagiaires d'aller prodiguer des soins assez sensibles, délicats? Il faut que force reste à l'État. Il faut sévir. Il faut revenir aux textes, aux fondamentaux de la fonction publique. D'accord. Maître, sur la question de cette grève, qui est quand même une grève qui touche à un secteur, à un domaine très sensible, c'est la santé. Alors, on n'a pas vu le gouvernement, par exemple, arrêter cette grève-là, en peut-être cherchant des alternatives. D'abord, dire que c'est une première au Burkina Faso, je dis non. En tout cas, ça a été dit comme ça. Non. La dureté de la grève. Sous la Misana, quand Dwamba Tenga était ministre de la Santé, il y a eu une grève terrible des agents de la santé qui a même provoqué des morts ici. Donc, ce n'est pas une première. Et maintenant, par rapport aux stagiaires qui sont partis en grève, je ne sais pas s'ils sont partis en grève ou pas. Il faut dire que c'est des élèves. C'est ça. C'est des élèves. Et donc, quand le professeur n'est pas là, il n'y a pas cours. Donc, c'est tout à fait normal que les stagiaires n'officient pas si leur professeur n'est pas là, puisqu'ils officient sous l'encadrement des professeurs. Tout comme les élèves sont là pour suivre les cours donnés par l'enseignant. Donc, si le professeur n'est pas là, d'office, les stagiaires ne peuvent pas travailler parce qu'ils n'ont pas la responsabilité. La responsabilité ne leur incombe pas. Maintenant, dire que ça a été dur, certes, ça n'a pas été plus dur que la grève des magistrats. Ça n'a pas été plus dur que le mouvement d'humeur des greffiers, qui font qu'à la Mako, des gens se croupissent là-bas, sans jugement, sans droit de visite, peut-être même sans droit d'alimentation.
Donc tous les mouvements qui ont eu lieu à partir de 2016, l'avènement de Roch-Marc Christian Kaboré au pouvoir, depuis le mouvement d'humeur des magistrats qui a donné ses fruits, ont été des mouvements très durs. Maintenant, ça, on le sent peut-être parce que chacun est affecté par la santé. Mais ceux qui sont affectés par la justice le savent aussi. Beaucoup de procès ont été reportés. Et donc, dans la mesure où, comme j'ai eu à le dire ici, les gens ressentent une certaine injustice dans leur profession, dans leur traitement, etc. Mais c'est tout à fait normal que chacun réclame. C'est pour ça que j'ai dit ici, et répété plusieurs fois, qu'il faut une équité dans le traitement des agents de l'État. Sinon, vouloir satisfaire les gens corps par corps, on n'en finira jamais. Alors, la question, c'est cela. Il y a eu tellement de mouvements, hein, les avocats, les greffiers, les GSP qui continuent. Mais il faut toujours. dire que les avocats ne sont pas en grève. Hein. C'est un mouvement. C'est un Ils mouvement. ont suspendu les Voilà. plaidoiries, c'est cela. Voilà. Oui, Parce ça- que la grève, juridiquement, est une spécificité des salariés. L'avocat n'est pas un salarié. Oui, d'accord. Mais pour les Burkinabés, pour le public, le lambda, là, tant qu'ils ne sont pas au service, c'est une grève. Bon, péjorativement, on dira comme ça simplement. Alors, Évariste, pensez-vous? Non, c'est pour dire que c'est vrai que la grève des médecins, en fait, nous interpelle tous et c'est un combat commun. Parce que c'est vrai qu'au-delà de l'amélioration des conditions de vie des médecins, il y a aussi l'amélioration du cadre de travail. Et le cadre de travail, ça peut donc améliorer donc, la santé de toutes les populations. Donc, en principe, ça doit être un combat de tout le monde. Maintenant, c'est quoi? Le point d'achoppement, c'est quoi? C'est opérationnaliser un protocole d'accord. On revient encore à la mise en œuvre. Et donc, maintenant, que l'on vienne encore dire que jeter l'anathème sur les syndicats, je n'arrive pas à comprendre. Si on a signé un protocole, il faut l'appliquer. C'est l'opérationnalisation du protocole d'accord sur la fonction publique hospitalière qui coince. Donc ça, ce n'est pas la faute des médecins ou des infirmiers qui grèvent. Maintenant, c'est vrai que les autres grèves, ça apporte des conséquences. Mais là, c'est beaucoup plus dur parce que la conséquence est irréparable. Quand du fait d'une grève, quelqu'un perd la vie, on ne peut pas ramener la personne à la vie. Donc, alors, mais il y a eu aussi une grève quand même qui est le soubassement des autres. Par exemple, la grève des GSP également. Aujourd'hui, qui a entraîné que les avocats se soient déportés pour faire un sitting devant la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, qui est là aussi une première, maître. Oui, devant les robes noires, oui. devant... Oui. Voilà. Alors, cette grève aussi des GSP. Oui, mais c'est comme Maître même a eu à le dire, hein, toutes les grèves qui sont passées sont très dures pour ceux qui les subissent, ceux qui en subissent les conséquences. Et effectivement, depuis 2 mois, sinon beaucoup plus même, notre institution judiciaire ne fonctionne pas du tout. Et c'est le 3e pouvoir, je crois, de l'État. Le 3e pouvoir. Après l'exécutif, le législatif, c'est le judiciaire. Ça ne fonctionne pas. Un état de droit sans justice. Il faut le pouvoir MPP pour voir ça. Et ça ne dit rien aux gens. Par contre, quand à l'hôpital, ça bouge, et bien voilà, effectivement, tout le monde le sent. Je crois que là, c'est comme Évariste l'a dit, il faut que l'État soit responsable de ces actes. Vous avez signé un protocole d'accord avec les gens, il faut le mettre en œuvre. Les gens ne sont pas responsables de vos insuffisances à vous. C'est ça. C'est l'État aujourd'hui qui est en faute par rapport au corps médical. Ce n'est pas des revendications nouvelles en quelque sorte, non. Ce n'est pas des problèmes nouveaux qui sont posés. Il y a eu des solutions qui ont été préconisées, qui sont en route et qui ne sont pas encore réglées. C'est ça le problème. Bon, moi, je voudrais vous poser une question pour terminer sur ce front social-là qui bouillonne. Alors, est-ce que cela pose une question de fond qui est purement politique, une question de gestion du pouvoir? Pas forcément une question politique, parce que je prends le cas des camionneurs. Parce que il a fallu que quelqu'un s'assied dans son bureau, d'un trait de plume, signe un arrêté, pensant qu'il pouvait réglementer l'entrée des gros camions. Ça posait un problème. Non, il faut aller en concertation et vous sortez des accords, vous appliquez. Mais le résultat, c'est quoi? Il y a eu des mouvements d'humeur de camionneurs. Il y a eu la rencontre, bien sûr, qui a permis d'arrêter, de suspendre donc cet arrêté pour discuter ensemble. Donc ça, c'est pas politique. Que l'on vienne voir la politique partout. Est-ce que ce n'est pas... Non, pas que ce soit instigé par des politiques, mais est-ce que ce n'est pas la politique de gestion de l'État? C'est une question de compétence de gestion. La gestion de l'État qui est en cause ici. C'est une question de compétence de gestion. Je crois que c'est face à ces différentes grèves et mouvements sociaux, le gouvernement a déclaré être toujours disposé au dialogue et à la concertation. Mais ça a été toujours dit, Salif. Mais c'est pas aujourd'hui, ça fait près de 2 ans, on entend le même discours. On est disposé à discuter. Non, mais sinon, à ce rythme-là, ce n'est pas... C'est la catastrophe. C'est pas bien. Et puis, on ne peut pas ne pas penser à
a une main invisible. Alors, mais pourquoi, quand on Parce regarde que un nous peu, sommes dans une situation de pré-campagne. Alors, Salif, le Et régime... pour les élections de 2020, le régime Compaoré il y a qui a des fait... gens qui tirent des ficelles. D'accord. Le régime Compaoré qui a fait 25 Il y a ans, des gens quand on a qui fait les disent comme ça. statistiques, C'est clair. on a remarqué que sur les 25 ans, il y a eu plus de grèves pour l'année 2016-2017 que sur les 25 ans. Alors, vous regardez dans la sous-région, Mali, Niger, etc., tous les régimes ne sont pas astreints à ces mouvements-là. Est-ce que ce n'était pas un problème vraiment politique de gestion de l'État? Moi, je crois que c'est un problème de comportement, de changement de mentalité des Burkinabés. Depuis l'insurrection, l'état d'esprit des Burkinabés a beaucoup changé, négativement. Parce que voilà un peuple qui a pu, en 48 heures, chasser un régime qui était enraciné depuis 27 ans. 48 heures, hein. Je m'excuse. Hein. Bon, c'est un travail de longue haleine. chasser un président du Faso, voilà, et hors du pays, et maintenant qui se croit tout permis. Alors que, après, voilà, c'est un peuple courageux qui a pu organiser des élections libres et transparentes. Vous avez porté un nouveau régime au pouvoir par les urnes, hein, qui a été plébiscité par les urnes. Il faut laisser le temps à ce gouvernement-là de mettre en œuvre sa politique de développement. Alors, est-ce que ce n'est pas la même insatisfaction qui a valu à ce que ce peuple-là, courageux, comme tu le dis, soit sorti pour chasser un régime? Est-ce que ce n'est pas cette même insatisfaction qui est encore là, que ce régime aussi n'arrive pas à solder? Non, si on regarde actuellement les remous sociaux, c'est quoi? Ce n'est pas tout le peuple entier. C'est une portion des fonctionnaires, c'est tous les fonctionnaires. Alors que nos pays ont les mêmes nombres de fonctionnaires partout. Nous avons moins de 200 000 fonctionnaires sur une population de 20 millions. Maître, en Côte d'Ivoire, c'est le comme problème ça. est Au Mali, c'est comme le ça. problème est Mais politique. pourquoi on ne trouve pas ces mêmes mouvements-là dans les pays voisins? Il te dit que c'est le changement de mentalité négatif des Burkinabés qui a occasionné tout ce problème. Maître, Là, pour une fois, je suis d'accord avec Salif. Non, Maître, oui, le problème l'analyse. est politique. C'est une question de gouvernance. Quand il parle de comportement, tout ça, c'est politique. C'est tout. C'est une question de gouvernance. Donc, c'est-à-dire que ce sont les gouvernants qui n'arrivent pas à appréhender la réalité ou qui ne savent pas quelles mesures prendre, c'est tout. Non, il faut Maintenant, la dire que vérité. Non, attends, c'est moi qui ai la parole. Il ne faut pas qu'on se coupe comme ça. Maintenant, dire que le régime du MPP a été plébiscité, je dis non. Quand on dit que quelqu'un est plébiscité ou qu'un régime est plébiscité, ça suppose un taux de 70, 80, 90%. C'est ça le plébiscite. Or, ils ont eu combien 52,4. Voilà, ça c'est pas du plébiscite. Hein? Donc, Avec des exclusions. donc c'est pour vous dire que le problème là, c'est la façon de saisir les réalités qui manque. Il n'y a pas une vision. On dirait qu'il n'y a pas de gouvernail. C'est ça le vrai problème. Et là, tout va dans tous les sens. Donc c'est politique. Lengani, Oui, moi, je voudrais... très rapidement, Oui, sur oui, l'analyse, quelle est la corrélation avec la gestion de l'État, la gestion du pouvoir d'État? Moi, je crois que tout a été dit. Hein. À savoir, D'accord. c'est un problème de gouvernance, c'est un problème de compétence des hommes qui sont aujourd'hui au gouvernail, qui sont aujourd'hui à la tête de l'État burkinabé. Moi, je dis aussi que, contrairement à ce que dit Salif Ouedraogo, je ne pense pas qu'il y ait, à partir d'octobre de 2014, le Burkina Faso a changé. Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Les vandales, les voyous qui sont sortis, qui ont cassé, brûlé l'Assemblée nationale, les domiciles privés, ce n'est pas le peuple burkinabé. Le peuple burkinabé, c'est un peuple courageux, un peuple honnête, un peuple digne. Le peuple burkinabé, c'est un peuple qui respecte Dieu, qui respecte le bien des individus. Ceux qui ont cassé, volé, pillé, jusqu'à pousser la chute du régime, sont des voyous, des vandales. Si c'est eux, le peuple sur lequel le MPP s'assoit, on comprend pourquoi il est incapable de gouverner le pays. Ça, c'est d'un. De deux, et comme ils disent que il faut de la fermeté. Ok, allons-y. Allons-y. Conseillez à Rochma Christian Kaboré de licencier tous les syndicats. Conseillez-lui de licencier tous les forestiers. Conseillez-lui d'être ferme et d'interdire... C'est ça que vous voulez. Alhamdulillah. Non, mais dans un état de droit, après effectivement, après la transition, après des élections libres et transparentes, nous sommes entrés dans un état de droit. Quand on dit... Et dans un état de droit, on applique le droit. Mais est-ce que ceux qui grèvent n'ont pas le droit de gréver? Non, ils ont le droit, mais tout est écrit. Voilà, je tiens un livre qui a tous les textes ici. Si les fonctionnaires persistent, on applique les textes.
D'accord. Il faut sévir, il faut sanctionner. Lengani termine. La véhémence de mon voisin, Non. vraiment est très intéressant parce que ça illustre effectivement ce que c'est que ce régime-là. Mais lui, il n'est pas du régime. Il est Eh, non, journaliste. ça- Il a son point de vue. Il ne défend pas le régime. Non, je dis, Donc, il a son de point la de vue. manière Voilà. dont il défend, ça veut dire quand même. Non, il a son point de vue. Il a un intérêt plus ou moins à la chose. Parce que la véhémence, c'est courageux ce qu'il fait. Moi, je trouve que c'est tout à fait. Et c'est ça qui fait la beauté de la discussion. Sinon, si on devait aller tous dans le même sens, ce serait fade. Mais je dis, et ça, c'est ma conviction profonde, c'est qu'on fait une très mauvaise affaire en voulant proposer au gouvernement, au lieu que d'écouter les populations, au lieu que d'écouter les vrais Burkinabés, il se laisse aller à une violence lui-même. Parce que l'État, là, la force, ce n'est pas forcément la violence. C'est aussi Alors, on les termine, arguments. voilà, Salifou, est-ce que cette escalade, tu pourras répondre, hein, cette escalade de grève, de mouvements sociaux, etc., qui mettent quelque part le gouvernement dans une posture un peu inconfortable, est-ce que cela ne va pas gréver la confiance entre le gouvernement, le pouvoir et le reste des citoyens? Non, je crois que le citoyen voit ce qui se passe. Et le régime est là, on voit comment il est éprouvé face à un changement de comportement. Mais il arrive tout de même à mener son travail, à faire ses réalisations. C'est visible. Et je ne crois pas que le peuple sait qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire. Je vais répondre très rapidement au doyen, c'est mon chef, hein, chef Lenga. Moi, je suis ici, voilà, il m'a encadré. Non, ça c'est compris. Voilà, je dis que sur ce plateau, moi, je ne roule pour personne. C'est un plateau de journalistes, de praticiens de l'information. Bon, en quittant ce plateau, je peux rouler pour quelqu'un, mais ici, j'exprime ce que je pense et ça n'engage que moi. Très bien dit. Salif, ici, c'est l'opinion vraiment libre. Hein. Personne n'est ici pour autre personne. Donc, on est tous là pour... Non, Lengani, c'est bon. On va aller en Afrique du Sud. On va aller en Afrique du Sud pour parler de la réélection de Cyril Ramaphosa. Voilà, j'y arrive finalement. Cyril Ramaphosa a été donc élu suite aux élections générales qui ont porté donc massivement son camp donc au Parlement et donc conséquence, il est donc élu président. Un mot, maître? Oui, bon, je dirais enfin. Parce que après Mandela, c'est Cyril Ramaphosa qui était pressenti pour succéder à Mandela. Et maintenant, ce sont les tractations qui ont abouti à ce que ce soit Thabo Mbeki. Et puis après Thabo Mbeki, il y a eu un transitaire, puis Jacob Zuma, etc. Donc je pense que, bon, Cyril Ramaphosa, ça correspond un peu à une certaine réalité. Mais cela dit, il faut dire qu'il y a quand même un changement. Parce que quand vous remarquez, tous ceux qui ont initié la lutte et qui l'ont menée jusqu'à la fin de l'apartheid, cette génération est passée. Ce sont les Sisulu, les Mandela, etc. Cette génération avait la conviction. Ceux qui sont là maintenant, ce sont des gens qui ont profité du système de l'ANC pour se former, etc. Et qui n'ont pas l'expérience de la lutte et la dureté de la lutte. Ce ne sont pas des vétérans. Ce n'est pas les vétérans. Et comme on dit d'habitude, les prophètes imaginent les révolutions, les héros les font et les héros en profitent. Actuellement, ce sont les héros en Afrique du Sud qui, à travers l'ANC, profitent. D'où cette corruption, ce déphasage avec le peuple, et qui conduit petit à petit à la perte de prééminence de l'ANC dans l'opinion sud-africaine. Donc, la génération des Mandela, des Oliver Tambo, etc., eux, ils menaient leur lutte par conviction. Ceux qui sont là maintenant, c'est beaucoup plus par intérêt. Parce qu'ils savent que avec l'ANC, on peut mieux gagner. Voilà, c'est un parti très étendu. Etc. Donc, ils sont là beaucoup plus par intérêt que par conviction. D'accord. Mais est-ce que ça pouvait être autrement? C'est l'évolution normale du temps. Les Mandela ne sont pas là pour... Non, mais en fait, là aussi, je... Ouais, est-ce que l'ANC n'a pas pu... Parce que... Est-ce que les dévanciers n'ont pas pu aussi faire asseoir une école, une idéologie, une façon de faire qui continue? C'est vrai que Zuma, qui est donc le chef d'orchestre de tout le système de corruption, souvenez-vous que sous son règne, il y a eu plus de 700 affaires qui ont été révélées par la presse. Il a quand même, bon, il ne fait pas partie de la première génération des Tambo autres, mais quand même, je dois dire qu'il doit faire partie de la deuxième. Mais ça n'a pas empêché que c'est lui qui est le père, en fait, le maître d'œuvre de tout le système de corruption qui est là.
contrairement, je suis d'accord avec lui, que c'est Ramaphosa qui a mené les négociations, des accords qui ont abouti donc aux élections en fait générales, qui avaient donc les faveurs de Mandela. Mais ceci étant, c'est vrai qu'il y a eu un recul, hein, par rapport à 2014, il passe de 62% à 56%. Mais maintenant, comme expliqué sociologiquement, ce recul, bon, c'est vrai qu'il y a la déception qui est là. N'oubliez pas aussi qu'il y a une attente qui n'a pas été satisfaite. La question du partage des terres, ça reste toujours en l'état. Et le pouvoir financier n'a pas été touché. La répartition des richesses n'a pas été touchée. Donc, et c'est sur ça que surfe Malema, qui peut-être Malema, progresse, mais c'est du populisme. Donc, il y a quand même une déception qui est là. Je crois que... D'accord. Alors, avant de te prendre, on va donc donner la parole à M. Traoré. M. Traoré qui appelle de Bobo Dioulasso, Traoré Ousmane. Comme on peut l'imaginer, hein, c'est la forêt classée de quoi? Monsieur Traoré. Monsieur Traoré? D'accord, alors, oui, salut. Je voulais me prononcer sur ce qui se passe en Afrique du Sud, parce que bon, c'est Cyril Ramaphosa qui a gagné les élections. Bon, mais c'est comme Maître le disait, ça ne va pas en Afrique du Sud, parce qu'après la période de l'apartheid, avec l'accession au pouvoir de Nelson Mandela, et rien n'a changé pour ce qui concerne la vie des Noirs. Alors, est-ce qu'elle a dit que... Parce que ils sont toujours dans des ghettos. Oui. Ils sont toujours dans des ghettos. Les colons se sont accaparés des terres. C'est le même problème en Afrique du Sud. D'accord. Et il a été président parce que, bon, c'est le système anglo-saxon. Il a gagné les élections et puis les grands électeurs l'ont porté au pouvoir. Alors donc on est peut-être dans une situation de désenchantement populaire en Afrique du Sud, mais même si les gens, peut-être que les régimes qui suivent surfent simplement sur le fait de l'apartheid, qu'ils ont simplement rompu l'apartheid, mais en termes de gouvernance, d'accord, on va prendre le M. Traoré Ousmane qui est revenu. M. Traoré. J'espère qu'on va... Oui, bonjour M. Traoré, allez-y pour votre intervention. Oui, ça va, et chez vous, ça va bien? Oui, on se porte bien. Ok, d'accord, Dieu merci. Et je venais intervenir sur le sujet du déclassement de la forêt de bois. D'accord, allez-y. Je me dis que vraiment c'est un sujet qui est vraiment sensible. Et nous sommes des Bourgolais, nous tenons vraiment à ce que les Bourgolais aient un hôpital de référence. Ça, c'est vraiment notre souhait. Mais ce que je déplore dans le débat ici, et ce que je déplore, vous m'entendez? Oui, allez-y, on vous entend très bien. Voilà, donc c'est la position vraiment affichée de M. Ouedraogo. Je voudrais lui poser une question. Il est sur ce plateau en tant que défenseur du MPP ou bien il est sur ce plateau en tant que Doumadi? Monsieur Traoré, oui. Donnez votre opinion. Oui. Votre intervention doit porter sur votre opinion. Monsieur Traoré est là en tant que journaliste. Oui. Et son opinion n'engage que lui. Oui. Et c'est ce que nous demandons ici d'ailleurs, une opinion plurielle. Donc chacun a son point de vue, on respecte chaque point de vue. Donc je me dis qu'aujourd'hui, ce qui arrive à Bobo aujourd'hui, c'est le laxisme de ce gouvernement. Parce qu'on ne peut pas comprendre dans un pays démocratique, où il y a un chef d'État qui est là, un tel désordre se passe, on ne peut pas comprendre. Où on n'a pas de régime, où on a un régime, c'est pas possible. Ça n'est jamais fait au Burkina Faso. J'aimerais qu'il y ait un régime comme ça, c'est pas possible. Ça, c'est un désordre absolu. Mais comment on peut comprendre? C'est que tout un pays démocratique, un qui a été élu, comme vous l'avez dit, qu'il a été félicité, il a été obligé par le maître. Mais dans un pays comme ça, on n'arrive même pas à imposer, c'est pas possible. Alors, selon vous, qu'est-ce que le président du Faso devrait faire? Je me dis que dans ce cas de figure-là, le dernier mot revient au chef de l'État. Qu'est-ce que les gens n'arrivent pas à s'entendre? Qu'il impose. C'est-à-dire qu'il doit donner son point de vue, où on va, puisqu'il y avait 5 points. Il y avait comment on appelle ça, et la forêt, et comment on appelle ça, le village de... ça commençait par Belleville d'abord, on avait parlé de Belleville, après ils ont parlé de Borodougou, après ils ont parlé de quoi? Mais il y a Borodougou qui est là, il y a Belleville qui est là. On dit qu'il y a Belleville parce qu'il y a un Fulati qui est là, et ça va poser l'eau. Mais je dis, les Chinois là, ils sont de la haute technologie. Des gens qui ont pu construire sur l'eau, ils ont construit sur l'eau. Ou bien, je peux comprendre quoi. Il y a une autre vision politique derrière la chose, qu'il faut nous le dire. D'accord. Il est assis là-bas, mais il a tranché que c'est fini. D'accord, mais on a entendu votre position, M. Traoré. Merci pour votre intervention. Merci.
Merci bien. Enfin, à la décharge du président, bon, c'est vrai que, est-ce que dans cette affaire, moi je pense que c'est une question de respect des procédures et des règles. Est-ce que le président, vraiment, bon, je ne sais pas, honnêtement, est-ce que le président, lui tout seul même, peut s'asseoir dans son bureau pour déclasser une forêt? Je pense que les acteurs, il y a des parties prenantes. M. Traoré estime que le président du Faso devait dire, non, c'en est de trop, il faut arrêter. Non, mais il y a un cadre qui réglemente pour déclasser. Il faut d'abord arriver, parce que pour déclasser, vous avez bien vu que dans cette affaire-là, le ministère de l'Environnement a été écarté. Les échanges se sont passés entre le ministre de la Santé et le maire de Bobo. C'est ce qu'on a vu officiellement. Alors pourquoi est-ce qu'on a écarté le ministre de l'Environnement? Donc il y a toute une procédure, il y a des démarches qu'il faut suivre. Il faut simplement suivre. S'il est avéré que, parce qu'au niveau, il y a une commission, pour déclasser, il y a une commission qui doit donner son avis. Et il faut suivre les procédures, c'est tout. D'accord. Alors Lengani, 30 secondes pour l'Afrique du Sud. Comme tu n'avais pas pris la parole, et puis bon, tu peux enclencher sur quoi? D'accord, ok. Oui. Je crois que pour l'Afrique du Sud, là, il faut savoir raison garder. C'est-à-dire que entre l'aboutissement de la lutte et la gestion de l'État, c'est deux choses totalement différentes. Il faut comprendre cela. Et ensuite, l'ANC, qui est d'obédience de gauche, arrive à un moment où la gauche, de manière globale, a des problèmes sur le plan planétaire. Aujourd'hui, il n'y a plus les deux blocs, donc il n'y a plus les anciens soutiens pour soutenir. Donc, ils arrivent dans une situation vraiment très complexe. Et comme on l'a dit, les besoins de la majorité noire est tellement immense que ce n'est pas, je ne pense pas qu'une seule génération pourra permettre de résoudre. Est-ce que les gens n'ont pas déchanté? Est-ce que les gens n'ont pas cru que quand le pouvoir est revenu aux Noirs à la fin de l'apartheid, la richesse sociale est revenue aux Noirs? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la structure sociale en Afrique du Sud, les richesses sont restées entre les mains des Blancs. Mais en fait, les gens n'ont pas regardé ce qui s'est passé autour. Ce qui s'est passé au Zimbabwe, dans les autres pays environnants, ils n'ont pas regardé. Sinon, ils allaient comprendre que ce n'est pas une baguette magique. Oui, et je voulais dire par rapport à Cyril qu'effectivement, c'est lui qui était pressenti. Et il faut apprécier ici la vision de l'ANC. Je ne pense pas qu'il aurait été bon que Cyril remplace immédiatement Mandela. Il allait faire... Je pense que ce n'était pas la meilleure stratégie de mon point de vue. Mais il est dit aussi que Cyril allait faire des affaires avant de revenir. Oui, mais avec il allait beaucoup s'enrichir avant de revenir. Avec l'accord de l'ANC. Voilà, je ne suis pas d'accord quand on veut faire croire que cette situation incombe aux profiteurs. Les ouvriers de la 24e heure. Non, parce que souvenez-vous que même sous Mandela, les accords se sont négociés. Mandela n'a pas pu opérationnaliser le partage des terres. Il n'a pas pu opérationnaliser la répartition des richesses. Et même la nationalisation des mines, tout Mandela qu'il a, il n'a pas pu le faire. Ça veut dire que donc, les tares étaient même dans les accords. D'accord. On va prendre un intervenant assez spécial quand même, parce que c'est un des nôtres, hein. André Eugène Iliboudo, qui est aujourd'hui de l'autre côté, qui appelle pour intervenir sur l'affaire de la même forêt de Koua. André Eugène Iliboudo. Bonjour. Oui, bonjour. Ok, j'interviens effectivement sur la forêt de Koua. J'ai 4 points. D'abord, je salue tout le plateau, et notamment M. Ouedraogo qui est à gauche, et c'est pourquoi. D'accord. Premièrement, je dis que je souhaite que l'Assemblée nationale soit construite à Bobo pour équilibrer les pouvoirs. Et, comme je l'avais dit au plateau la semaine dernière, premier point. Je souhaite que l'Assemblée nationale soit déplacée à Bobo. Deuxièmement, il est de plus en plus évident qu'il y a un lobby souterrain qui travaille contre Bobo. Et j'espère que les gens de Bobo le savent. Et ils savent qu'il y a des gens qui sont contre Bobo et qui ne veulent pas que Bobo se dégage. S'ils ne font pas attention, tout ce qui va arriver à Bobo va partir ailleurs. Troisièmement, le drame du Burkina, c'est qu'actuellement, la gouvernance est par terre. Dans ce pays, on a rasé IPLC pour construire la cité en 2. On a rasé Bibambile pour construire la cité en 3. Aujourd'hui, ce gouvernement-là ne peut même pas raser un kiosque pour mettre un poteau téléphonique. Donc, le drame là, c'est que la gouvernance là, elle est par terre. Et enfin, le drame, c'est que les écologistes et les défenseurs des animaux préfèrent les arbres et les animaux aux hommes.
Si on dit qu'à Bobo, il y a 5 sites qui ont été déjà refusés, on nous a montré le site où on veut construire l'hôpital. Et les gens s'excitent. Il y a des gens même qui n'ont même pas une bonne à la maison et qui parlent des affaires de l'État. Il y a des gens qui ne connaissent rien et qui parlent au hasard, Mais le drame là, c'est que le gouvernement aujourd'hui ne peut même pas prendre une décision. Si je suis un gouvernant là, si je décide, je rase Kosiam et j'implante un hôpital. Merci. D'ailleurs, Kocham a rasé Kocham pour être là. Il faut rappeler, des gens ont été indemnisés. D'accord. Alors, André Yanniboudou, on va être juste avec tout le monde. Hein. On ne va pas être plus loin avec toi. Toi, tu as l'opportunité d'être ici souvent. Donc, merci pour ton intervention. C'est vrai, il fait bien de revenir. Ouais. Parce que les gens ont l'impression qu'on ne veut pas que l'hôpital se fasse. Non, il y a d'autres endroits. Lui-même, M. Ouedraogo même a dit qu'actuellement, à Bobo, le conseil municipal a examiné un dossier qui tend à attribuer 345 hectares à un privé. Ça veut dire qu'il y a de l'espace à Bobo. Donc, on ne va pas venir... manipulation. Ouais. Monsieur Eugène a raison. Aujourd'hui, tout le monde est gouvernant. Les gens sont devenus des experts en gouvernance. Le gouvernement pose un acte, on trouve que non, il ne devrait pas le faire. Non, moi, à ce rythme-là, ce sont des problèmes. Mais est-ce qu'il n'appartient pas au gouvernement souvent d'expliquer clairement ce qu'il veut faire? Parce que quand même... Sinon, quel que soit le régime qui viendra, va trouver les mêmes problèmes. Non, c'est pas vrai. Est-ce que aussi il n'y a pas le risque de dire oui, tout ce qui est critique, aujourd'hui c'est quoi? Tout ce qui est opinion est tout simplement de la manipulation ou du sabotage? Moi je dis, et là je suis d'accord, tout à fait d'accord, c'est extraordinaire avec M. Tambela pour dire que effectivement c'est une question de justice sociale. Si vous n'avez pas un discours de justice, si vous n'avez pas une vision, ça ne peut pas marcher. Ce qui arrive au MPP, c'est le MPP qui l'a créé de toutes pièces. C'est ça. Vous avez fait des promesses de solutions que vous êtes incapable de mettre en œuvre. C'est ça la réalité. Parce que c'est quoi? Quand vous voulez demander des sacrifices aux gens, appliquez-vous vous-même déjà un minimum de sacrifices qui va inciter les autres à vous suivre. C'est pourquoi, par exemple, je suis foncièrement contre le fait qu'on implante l'hôpital à quoi? Parce que si l'État lui-même va détruire la forêt, mais comment l'État peut encore empêcher les gens d'exploiter le reste de la forêt? Moi, je dis non, au contraire, puisque ce débat l'a amené à voir la réalité sur la forêt, l'État devrait dire courageusement, OK, comme on est comme ça, je déplace l'idée d'implanter l'hôpital à quoi? Mais en même temps, tous ceux qui sont dans la zone là, de manière illégale, mais je vous fais déguerpir sous les 24 heures. D'accord. Je pense que c'est ça qui serait bon. Et puis reverdir. Et là, M. Barry verrait vraiment en ce moment la forêt. Merci. Alors, on va prendre, avant de venir à vous, on va prendre M. Jean-Marc Bationo, qui appelle de Ouagadougou. Alors, sur l'affaire également de cette forêt-là. M. Bationo. Oui, on est avec vous sur la forêt. Ah, ok. Moi, je voulais demander à M. Salif là. Allô? Oui, vous voulez lui demander. Voilà, moi je voulais lui demander, voici, et comme vous êtes des journalistes, peut-être vous êtes informés. Puisque le forêt, c'est un forêt classé. Mais maintenant, est-ce que le forêt a été déclassé? Puisque si le forêt a été déclassé, bon, je ne vois pas c'est quoi les hauts forêts vont aller chercher là-bas. Et puis, je vais poser une question aussi à M. Tambela. Les Chinois là, pourquoi ils existent là-bas? Par exemple, je donne un exemple. M. Tambela dit que non, c'est peut-être une question de fétiche et autres là. On est d'accord. Si c'est question de fétiche, et les Chinois insistent, les Bogolais refusent. Moi, je vais donner un exemple. Si les Chinois veulent construire un musée à Ouagadougou, eux-mêmes, ils viennent choisir la cour de Moronava. Puisque la terre appartient à tout le monde, à l'État. Ils choisissent la cour de Moronava. Est-ce que les gens vont accepter que les Chinois construisent leur musée dans la cour de Moronava? Je vais dire, mon idole me répond quoi, maître. Voilà, merci. Non, mais si les Chinois veulent construire leur musée dans la cour du Moronava... Non, pas forcément un musée, mais une infrastructure. Oui, moi, prenons une clinique. Oui, je ne vois pas d'inconvénient. Je ne vois pas d'inconvénient, mais ils vont trouver un autre site pour le Moronava qu'ils vont construire. Ah bon, d'accord. Et je voudrais d'abord dire que le Moronava n'a pas toujours habité ici. Il n'a pas toujours habité ici. C'est le dernier site connu
Il s'est déplacé à plusieurs endroits. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va rester éternellement là-bas. C'est tout comme l'Ashanti est né à Koumassi. Donc, on comprend que la question de M. Batiuno, c'est de dire qu'il y a quand même des choses qui touchent à des, des questions plus... Oui, donc, comme j'ai la parole, je profite. D'accord, oui, maître. Je profite. Oui, non, parce que bon, j'ai l'impression que Issaka Lengani a un problème de mémoire. Il dit qu'extraordinairement, il est d'accord avec moi. Combien de fois il a été d'accord avec moi ici? Sans oublier que dans le fond, il est toujours d'accord, même si apparemment, il fait semblant de ne pas être d'accord. Je continue. Il est où? D'accord. Je peux Non, ok, d'accord, on va prendre quelqu'un. Hein? Monsieur Bassolma Bazier. Oui. D'accord, on vous écoute. Sûrement que c'est l'UTS. Hein? Ou bien c'est la forêt de quoi? Oui, rapidement sur 3 sujets. Allez-y, très rapidement. Je tiens à saluer tous ceux qui sont sur le plateau. Merci. Mais aussi les téléspectateurs. Je tiens aussi à les féliciter pour les différents points de vue qui sont donnés. Mais il serait davantage mieux, avant d'aborder le sujet, que les gens cherchent des informations complémentaires. Parce que tout le peuple vous suit sur la télé, et toute information erronée qui part de la télé peut envoyer davantage les gens dans le décor. Et le premier aspect, c'est la question de la subvention. Et il est ressorti sur votre plateau que les syndicats reçoivent 150 millions de subventions par an. Je m'inscris en faux. Si l'intéressé a des précisions sur cela, qu'il nous les donne parce que ça peut être une forme de détournement. Jusqu'à l'heure actuelle, les organisations syndicales reçoivent 100 millions officiellement de subventions par an. Et même ça, nous avons déposé des fiches de récolte de nos cotisations au niveau des militants, ce qu'on a appelé le check-off, afin de nous engager à ne même plus recevoir des cotex de l'État. Ces fiches ont été bloquées par l'État dans les ministères. Le deuxième élément pour la rencontre gouvernement-syndicat, la question du préalable là, existe bel et bien sur les points que nous avons transmis au gouvernement. Donc c'est pour rassurer ceux qui sont sur le plateau. En ce qui concerne l'environnement, il faut faire attention aussi à ne pas dire que les citoyens lambda et autres n'ont pas le droit d'intervenir dans les dossiers de l'État. C'est une violation de la Constitution qui prévoit à son article 29 que le droit à un environnement sain est reconnu. La protection, la défense et la promotion de l'environnement sont un devoir pour tous. Ça, c'est l'article 29 de la Constitution. Donc, il faut beaucoup faire attention. Et le dernier élément, sur la question de la grève, il faut dire qu'à l'article 22 de la Constitution, il a été dit que le droit de grève est reconnu. Il n'a pas été dit que le droit de grève est reconnu aux travailleurs syndiqués. C'est à tout travailleur. Et pour terminer, ceux qui tiennent les propos en disant qu'il faut raser, il faut l'autorité de l'État, je dis tout simplement que même quand on machette un bois mort, il y a des fragments qui peuvent se lever et il faut prendre des dispositions pour protéger ses yeux. Donc s'ils invitent l'État à raser, à frapper, qu'eux-mêmes ils aient le courage en temps opportun et rester à assumer. Voilà pourquoi le 16 septembre 2016, j'ai dit que s'il y a des gens qui ont eu la chance de traverser des frontières, certains n'en auront pas cette chance. Donc si on invite davantage l'État à la violence, qu'ils aient aussi le courage en temps opportun de réaction du peuple. Arrêter, ne pas traverser, arrêter, répondre. Jamais fini. Merci, M. Bassolma Bazier. Je vous en prie. Je vais juste intervenir. D'accord. Parce que le précédent auditeur a soulevé un sujet très important, capital, concernant la forêt. Il a posé la question de savoir est-ce que la forêt a été déclassée à l'heure actuelle. Je ne pense pas que nous n'avons pas souvenir. En tout cas, on n'a pas connaissance d'une tout ce qui se fait là-bas est illégal. Et donc, voilà, tout à fait. Alors, maître. Non, moi c'était pour intervenir, puisque sur le plan il y a des national, informations intéressantes, c'est que le préalable existait bien sur la fiche qui était communiquée. Oui, là c'est ce qu'on n'avait pas comme information, et j'avais même soulevé ce problème pour demander s'il faisait partie des chapitres de négociation. Donc c'est donc le Premier ministre qui ici dans ce cas, oui, la responsabilité revient au Premier ministre, si le préalable fait figurer. Donc je voulais dire, n'est-ce pas, que c'est sur l'Afrique du Sud, d'accord. Voilà, que par exemple, si vous avez remarqué, Concebo a parlé des négociations qui ont abouti à la fin de l'apartheid et à l'avènement au pouvoir de l'ANC. Certes, mais si vous avez remarqué, pendant la gérance de Mandela, il y avait moins de corruption. La corruption est venue quand? Avec Jacob Zuma. Jacob Zuma, c'est qui? C'était les enfants de l'ANC que l'ANC a coopté pour qu'ils fassent des études. Tout comme sa femme, Lamini Zuma, qui a fait des études de médecine à Dar es Salaam. La directrice
président de la commission de l'Union. Ce n'est pas les gens qui étaient sur le terrain de la lutte. D'accord. Ceux qui ont commencé la lutte, là, les Mandela, les Sisulu, etc., eux, ils étaient sur le terrain. Et maintenant, les Jacob Zoué étaient les élèves qu'ils avaient formés pour la relève. Eux, ils n'ont pas connu les rigueurs que les Mandela ont connues. Ils y étaient parce que ça servait leurs intérêts. Donc, ces gens-là ne peuvent pas gouverner de la même façon que les autres. D'accord. C'est ce que j'ai voulu dire. Alors, on va prendre le dernier téléspectateur, M. Traoré Alassane, qui appelle de Ouagadougou, sur la forêt de Kouame. Salif, il a été dit qu'il n'y a pas 150 millions qui... Oui. Bon, on ne donne pas 150 millions aux syndicats. C'est plutôt 100 millions. Bon, et les syndicats sont dans un processus d'autonomisation. Okay, donc, ils ont fait des fiches bloquées d'ailleurs par l'administration. J'ai fait mes recherches, selon mes sources, c'est ce que j'ai trouvé. Et puis, au-delà de ça, il y a ce projet du gouvernement qui doit construire sur toutes les 13 régions des bourses de travail. Mais c'est normal, non? Oui, bon, c'est pour dire que c'est le dialogue. D'accord. Le dialogue et la concertation. Merci. Le dialogue social, ce n'est pas une guerre fratricide entre syndicats et gouvernement. Tout à fait. Il faut toujours s'asseoir sur la table. D'accord. Et puis, nous ne serons pas les derniers fonctionnaires au Burkina Faso. Nous avons des enfants qui aspirent à devenir fonctionnaires. Okay. On ne va pas vouloir tout s'accaparer maintenant. Alors, peut-être l'autre élément que Bassolma a tenu aussi à donner comme information, la grève est reconnue à tout le monde, ce n'est pas seulement aux syndiqués. Tout le monde est libre de gréver. Alors, on prend notre dernier téléspectateur, donc M. Traoré Alassane. Allez-y pour votre intervention. Allô, bonjour. Oui, bonjour M. Traoré. Je salue le plateau, voilà, pour sa belle prestation. Oui, allez-y pour votre... Voilà, moi, d'emblée de jeu, moi j'ai brandi un carton rouge au président du Faso et à tout son gouvernement. À mon sens, c'est inacceptable qu'un État décide de faire quelque chose et l'armée se lève, c'est pas la lutte du gouvernement dans le pays là. Non, la forêt là, on doit exploiter l'hôpital là. Les gens ont besoin de l'hôpital pour se soigner, on parle de la forêt, c'est décidé d'abord. S'il n'y avait pas quelque chose, s'il y avait une autre proposition, on pourrait se comprendre. La forêt dont les questions aujourd'hui là a été créée par nos prédécesseurs. On nous propose un autre site pour que nous aussi nous préparons une autre forêt pour la postérité. Où est le problème? Moi je ne vois pas. Moi je crois que ce qui se passe là, que ce soit l'AMP, que ce soit l'opposition, personne n'a intérêt à encourager ce genre de comportement là. L'ennemi qui est assis là, quand vous voulez avoir le pouvoir là, vous croyez avec cette même vous voulez pouvoir diriger le pays? Non. L'État doit exploiter toute la forêt là. Quand on pourrait déterrer les gens là, ils doivent être sanctionnés. Ils ne sont pas dans l'erreur. C'est la vérité qu'ils connaissent. Ils ne connaissent pas l'organisation là. Non, c'est inacceptable. Votre organisation. D'accord. Les gars, oui, très rapidement, on a seulement 1 minute 5 pour terminer. En fait, à ma décharge, éventuellement, c'est de dire que cet hôpital, ce n'est pas le MPP qui l'a inventé. Hein. C'était un projet qui était avec les Taïwanais et qui avait déjà trouvé un coin. Donc, sous le régime passé, on avait trouvé un coin consensuel qui arrangeait tous les Bogolais. Et maintenant, le MPP est venu par sa méthode de gouvernance qui consiste à tout raser pour tout reconstruire, en train de nous créer des problèmes. Donc, il n'y a qu'à retourner sur ce que l'ancien régime a fait. Il prend en avance. Tout simplement, je lui demande s'il a l'arrêté de déclassement de la forêt. Là, on peut sanctionner ceux-là qui sont allés déterrer les trucs. Merci à vous. On a terminé. Peut-être qu'il faut dire que l'environnement chacun a le devoir de défendre l'environnement. Et donc, de ce point de vue, ce débat qui est mené du côté de Bobo doit être un débat qui est respecté, que chacun soit respecté dans ce qu'il dit. Nécessairement, il faut aller vers une alternative en tous les cas, pour qu'on ait l'hôpital pour soigner les gens, mais qu'on ait aussi la forêt pour aussi nos besoins environnementaux et écologiques. Merci à vous qui nous avez suivis. On est au thème donc, de cette émission-là. J'étais avec Maître Kielem Apollinaire de Tambela. Il est avocat inscrit au barreau, président du Centre de recherche international et de stratégie CRI. Merci Maître d'être passé sur ce plateau. Et puis Salifou Ouedraogo, il est donc journaliste, fondateur de Racine, qui est un bimensuel burkinabé. Merci Salifou d'être passé sur ce plateau. Et puis à sa gauche, à côté, Lengani Isaka, il est journaliste, directeur de publication de l'Opinion. Merci Lengani d'être passé. Et puis enfin, Évariste Faustin Consembo, il est chroniqueur média, président du cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme, également premier porte-parole du FORAC et le Forum alternatif des citoyens. Merci à vous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine à un autre rendez-vous de Presse Éco, si Dieu le veut.